Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission consacrée à l'histoire et à ce qui nous reste de certains événements passés. Comme à son habitude, votre chaîne de télévision marque les grandes dates du Bénin par des échanges qui permettent de mieux cerner les contours de certains faits. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de revenir sur les Trois Glorieuses, l'ensemble des événements qui se sont produits les 30 novembre des années 1972, 1974 et 1975. Ce passé revient à chaque 30 novembre et fait partie intégrante de l'histoire de notre pays. Un événement passé inaperçu sur les médias et on se demande s'il faut le célébrer de toutes les façons. Aujourd'hui, cela fait 49 ans que le président, l'ancien président de la République, feu général Mathieu Kérékou, a prononcé le discours programme. 47 ans que le changement d'idéologie est intervenu sous la période révolutionnaire. 46 ans que le Dahomey est devenu République populaire du Bénin avec l'instauration d'un parti unique, parti de la Révolution populaire du Bénin. Avec ces différents changements, le président Mathieu Kérékou redonne espoir aux Béninois qui venaient de traverser une longue période d'instabilité politique. Comment l'instabilité politique de 1960 à 1972 a impacté le Bénin ancien Dahomey? Que comprendre des différents changements intervenus? Que reste-t-il des Trois Glorieuses? Pour en discuter, un invité qu'on ne présente plus, le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir. Bonsoir Marouf, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Nous allons nous replonger dans l'histoire et analyser à fond les Trois Glorieuses. Ce plateau, c'est en 3 temps. Le premier temps, c'est avec vous, consultant politique Agapit Napoléon Mafourican. Suivra le plateau des journalistes, ceux-là qui ont fait les différentes productions pour meubler et pour mieux comprendre ce qu'est les Trois Glorieuses. Et un troisième temps où les discussions iront avec notre consultant politique et d'autres personnes ressources que vous allez découvrir dans cette émission. Mais d'abord, l'instabilité politique et comment en est-on arrivé là, les Trois Glorieuses? Cette question est adressée à notre consultant politique, Agapit Napoléon Mafourican. Bonsoir Marouf, bonsoir à tous nos téléspectateurs. C'est un plaisir donc de revenir encore sur ces événements, disons, qui passent hélas inaperçus désormais dans le pays. Oui, c'est vrai que le législateur d'abord la conférence nationale, mais surtout le législateur d'après la conférence nationale n'a pas voulu insérer ces dates comme date particulière de la République. Mais le bon sens devrait quand même nous y amener, même si de manière, disons, législative, on ne les férie pas, on ne considère pas comme des journées fériées. Je pense qu'il faudrait qu'on réhabilite ces journées, c'est-à-dire des moments clés de l'histoire de notre pays, qu'on essaie de les réhabiliter. Moi, quand je regarde la France, je constate simplement que beaucoup de dates sont célébrées, beaucoup, même des dates qui font parfois polémique, sont célébrées, comme l'appel du général de Gaulle. Tout le monde n'est pas d'accord avec l'appel du 18 juin 41. Et pourtant, c'est tout célébré. L'armistice, beaucoup de dates sont célébrées. J'ai vu François Hollande sur l'île du Saint sous une pluie battante pour célébrer un certain nombre d'événements au moment où il était au pouvoir. Donc, il me semble que nous devons travailler à réhabiliter certaines dates. Alors, au Dahomey, Bénin, tout ça, quand vous interrogez la nouvelle génération, mais ces dates-là ne leur disent pas grand-chose. Et il est important quand même de les réveiller dans la mesure où la situation que nous vivons aujourd'hui n'est pas différente, n'est que la résultante, la conséquence de comment nous l'avons géré hier. Et gérer hier, c'est gérer nos indépendances. Et donc, les dates dont nous parlons font partie justement des processus qui nous ont menés là où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous parlez de l'instabilité. Oui, le Dahomey a connu une longue période d'instabilité et marquée ainsi par des coups d'État lors à l'avènement donc du renouveau, enfin de l'indépendance. Nous en avons déjà longuement parlé au cours des émissions spéciales. Mais regardez, de 60 à 72, pas moins de 12 coups d'État. Et donc, aucun mandat n'est jamais allé à son terme. Des élections ont été faites, on a privé le gagnant de son poste et on l'a remis à un autre. Des élections ont été faites, on a stoppé les élections parce qu'il y a peu de sang et on a commis un triumvirat.
des élections, des régimes sont en cours, on les destitue, et le militaire arrive, le militaire est destitué par des jeunes cadres aussi de l'armée, et on a connu toutes sortes de systèmes. On a connu le triumvirat militaire avec Sizogan, De Souza et Kouandété. On a connu le triumvirat civil avec Maga, Aomandegbe et Apiti. Et c'est justement ce triumvirat civil, le conseil présidentiel, qui fut stoppé le 26 octobre 1972 par le coup d'État qui a amené Mathieu Kérékou au pouvoir. Et donc, une fois ce coup d'État intervenu, suivront justement ces 3 dates importantes. Hein, les 3 glorieuses dont nous parlons aujourd'hui. Le 30 novembre 1972, avec le discours programme, hein, avec le discours programme, la caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays, c'est la domination étrangère. Comment ce discours et ce discours qui a décliné la nouvelle politique d'indépendance nationale. Et je pense qu'on y arrivera. Après, il a fallu donner la question de savoir est-ce qu'il faut aller en idéologie ou il faut rester il faut continuer. Ça, c'est un long débat. On aura l'occasion tout à l'heure peut-être de revenir là-dessus. Le 30 novembre 1914, le régime a fait l'option de se fixer une idéologie, le socialisme scientifique, et comme base idéologique, et le marxisme-léninisme comme guide et philosophique. Et là, c'était gros à Abomey. Et enfin, une fois que l'option l'idéologie a été prise, il faut maintenant les organes du parti, il faut maintenant institutionnaliser maintenant le pouvoir, quitter le gouvernement militaire révolutionnaire vers un gouvernement plus civil, avec le Conseil national de la Révolution, qui est passé donc, on est passé donc au Parti de la Révolution populaire du Bénin et des organes qui en ont issu. Voilà les 3 glorieuses, 30 novembre 72, 30 novembre 74 et 30 novembre 75. Il n'y avait pas de CEP, d'examen où on vous demandait ces questions-là aujourd'hui. Aujourd'hui, vous posez la question, je ne sais pas si, les reporters sont sur le terrain, on ne sait pas. Tout à l'heure, on verra bien si les gens sauront nous dire un peu, s'ils se rappellent encore les 3 glorieuses au Bénin. Il y a eu d'autres 3 glorieuses ailleurs, au Congo-Brazzaville, en Europe, il y a des 3 glorieuses un peu partout, dans beaucoup de pays. Mais au Dahomey, au Bénin, donc le Dahomey de 72, la République populaire du Bénin de 75, on est passé aux 3 glorieuses entre ces 2 dates, 30 novembre 72, 30 novembre 75, avec l'intermédiaire de 30 novembre 1974. Oui, tout à l'heure, nous allons entrer beaucoup plus amplement dans les 3 glorieuses et mieux définir les 3 glorieuses, mieux expliquer également ce qu'est les 3 glorieuses. Mais d'abord, quand vous avez parlé de l'instabilité politique, on a constaté quand même que ce sont des militaires qui arrachaient le pouvoir, qui faisaient les coups d'État. Pourquoi l'armée s'invitait toujours sous les feux de la rampe? Mathieu Kérékou a eu à dire que l'armée ne faisait pas les coups d'État, mais qu'on l'invitait. On l'invitait. Je sais qu'en 1963, le président Maga a remis le pouvoir à l'armée parce qu'il n'arrivait plus à tenir le coup. Il avait une fronde des députés. C'était dans l'affaire dite Boïki. Où un député, François, est accusé d'avoir assassiné, ou bien en tout cas un natif donc de Porte-Novo, de Lomé. Et cela a débouché sur des manifestations qui ont réussi à avoir raison. Il faut dire que la situation politique se dégradait déjà. L'alliance Apiti-Maga qui était au pouvoir n'était plus solide. Il y avait l'emprisonnement de Aomadegbe, de Sosagedengue et autres sous prétexte qui voulaient fomenter un coup d'État dans 61-62. Et donc, la situation s'est désagrégée. Il y avait une sorte c'était une ambiance délétère, l'État n'était plus maîtrisé. Donc, à un moment donné, je pense que le président Maga, désabusé, fatigué, je pense que pas tant de vicissitudes, a préféré remettre le pouvoir au colonel Christophe Souglo, qui était le chef d'état-major de l'armée. Et donc, en octobre 1963, intervient alors le tout premier coup d'État de l'histoire de notre pays. Et voilà. Et donc, démarre un long processus. L'armée a pris le pouvoir en 1963, mais elle s'est empressée de le remettre au civil. Donc,
de 63 à 64, il y a eu de longues, d'octobre 63 à janvier 64, à moins de 4 mois, il y a eu des élections. Et la coalition à Pitia Omanegbe a pris le pouvoir. Mais là encore, 15 mois après, ils ne s'entendaient plus. Ils ne s'entendaient plus et donc ils commençaient à se chamailler sur des vêtis, sur des questions simples, la nomination du président de la Cour suprême, par exemple. Et donc là, ils ne se sont jamais entendus et cela a eu raison du système. Alors on a compté d'abord à Pitié à démissionner et puis après à Omanegbe lui-même. On a d'abord remis le pouvoir au président de l'Assemblée nationale, Kongako Taïrou, et après, le général Soglo a repris encore ce pouvoir-là. Donc, on était en décembre, si je me trompe, 1965. Et lui-même qui perd le pouvoir en 67, des jeunes cadres de l'armée, parce que, bon, le pays était dans une sorte également, donc il y avait une crise, et il est allé en France. Je ne suis pas rentré les mains vides. Après, il demande de l'austérité. Les gens doivent serrer les ceintures. Personne ne le comprenait. Un général un peu trop bonbon, trop gentil, parfois un peu débonnaire sur les bords. Et donc, qui ne gérait pas réellement l'État, qui était dépassé par les intrigues même dans son armée. Et donc, il perd le pouvoir au profit des jeunes cadres de l'armée qui eux-mêmes ont voulu rétablir la légitimité, la légalité constitutionnelle et ont organisé les élections. Mais ces élections qui ont eu lieu en 68 ont été annulées justement par ce triumvirat, par le directoire. Le directoire militaire. Le directoire qui estime que l'élection n'était pas légitimée parce qu'il n'y avait pas suffisamment de militants, de votants. Donc Basile Adjoumoumou qui a gagné n'a pas été déclaré élu. Et donc, on a remis le pouvoir à un autre docteur, Émile Dalès-Gissou, qui est resté, lui, il arrive en 68 et il s'est rendu compte que n'ayant pas de légitimité, il lui fallait organiser une sorte d'élection particulière. Il s'est taillé un publicite, comment ils appellent ça plébiscite. Il s'est fait plébisciter. Ça fait plébisciter, donc l'armée elle a voulu réformer beaucoup l'État. Parce que le premier effort de réforme de l'État, de la part vraiment d'un président de la République, c'est celui du président Émile Dalès-Gissou. Je pense que les autres ont tenté, mais avec Émile Dalès, il était clair, il voulait réformer les syndicalistes, il voulait réformer l'armée elle-même, il voulait réformer les pratiques. L'armée n'a pas, d'abord les syndicalistes, ça n'a pas été facile. Mais avec l'armée, ce n'était pas possible. Mais il lui manquait cette légitimité parce qu'il n'était pas élu. Il y avait le président qui a été le président élu, mais on disait, les militaires disaient qu'il y avait un faible taux de participation. Exact. Et lui s'est fait réélire, il s'est fait légitimer par un référendum qu'on appelle plébiscite, parce que c'est un référendum à une seule question. Est-ce que vous choisissez le président Émile Dalès-Gissou ou vous choisissez le président Émile Dalès-Gissou? En fait, c'est oui, comme on dit là, sur d'autres dossier. Mais en réalité, il s'est présenté parce qu'il voulait se légitimer. En fait, Émile Dalès-Gissou, c'est un grand intellectuel. C'est un homme retors, c'est suffisamment un politicien avisé. Il était aux affaires étrangères, il connaît les rouages de l'État. Et il sait qu'il était mal arrivé, il sait qu'il n'avait pas la légitimité, il sait qu'il était mal positionné, qu'il n'était pas un président accepté, qu'il était le président de l'armée. Il avait voulu se défaire de cet habit. Or, son pouvoir n'était légitimé que par l'armée, malgré son plébiscite. De toute façon, il rentrait au palais, on l'a accueilli au seuil au perron et on l'a remis dans un véhicule pour Natégou. Et voilà, c'est comme ça qu'il a perdu le pouvoir en 69. Et voilà, on est reparti dans le directoire organise des élections en mars 70. C'est tombé il y a une sorte il voulait organiser les élections de manière sectorielle, régionalisée. Oui. Mais là encore, plein de bains de sang, de manifestations, tout ça a été arrêté. Et donc, on rappelle encore les trois dinosaures, les trois incontournables, les trois qui, à Omanegbe, et Maga à Pitié à Omanegbe, qui ont formé donc le conseil présidentiel le 7 mai 1970. Maga qui a été tiré au sort le premier après le pouvoir. Et donc, pour 2 ans, les trois devraient apprendre à
à gérer le pays. Une gestion collégiale. Une gestion collégiale. Mais de gestion collégiale, il n'en avait réellement pas été question, puisqu'il y avait 3 présidents, il y avait 3 gouvernements. Les ministres se reconnaissaient seulement de leur président à lui, à eux, et donc l'État n'était plus. L'armée était également autant divisée, des tentatives de coup d'État par-ci et par-là. Clopin, Maga a pu finir. Bourg-Bandibé prend en mai 72, il n'a pas pu faire il n'a pas fait mieux que 6 mois, à peine. Et l'armée est repassée aux affaires. Voilà un peu tracé l'environnement. Il n'était pas du tout serein, il n'était pas du tout propice au développement, il n'était pas du tout un environnement sérieux. Mais si les civils échouaient et n'arrivaient pas à gérer le pays, est-ce que les putschs étaient les meilleures solutions? Non, le problème était que quand un président qui est en place est fatigué, il dit bon, je ne peux pas. Il estime que l'armée est le garant de la sécurité. Bon, on lui remet. On peut quand même saluer notre armée. Ça, je pense que on ne le dit pas. Oui, on célèbre les merveilles, les prouesses de l'armée. Mais nous avons une armée républicaine. Je pense qu'il faut... D'autres voix meilleures peuvent le dire mieux que la mienne, je suis convaincu. Mais nous avons une armée républicaine. Regardez, on vous remet le pouvoir, l'armée, on vous remet le pouvoir à l'armée en 63. En moins de 4 mois déjà, un pouvoir civil est en place. Le pouvoir civil est incapable. On prend. Déjà, quand les jeunes cadres ont pris en 67, en même temps, en 68, déjà, ils ont dit engager les élections. Et ainsi de suite. Le directoire aurait pu rester aux affaires, ils ont passé au civil. Donc, l'armée daobéenne n'avait pas pour vocation à garder le pouvoir. Et l'armée béninoise a pris le relais. Après 70, après la conférence nationale, avant la conférence nationale, l'armée a fait je pense que c'était le colonel Vincent Guédoudier, qui était le chef d'état-major de l'armée à l'époque, qui a dit clairement qu'avant la conférence nationale, que l'armée prend acte de la nouvelle situation et redevient une armée républicaine parce qu'elle n'a pas vocation à se mêler des affaires politiques. À la conférence nationale, des gens souhaitaient que l'armée remette en cause le système. Tout récemment, avec les crises politiques qu'on a eues ces 3 dernières années, est-ce que les gens n'ont pas fait d'appel de pied à l'armée? Je pense qu'il faut saluer notre... C'est les civils. Donc, à votre question, est-ce que les putschs étaient les meilleurs? Ce n'est pas les putschs. Les putschistes, ce n'étaient pas les militaires. Les putschistes, c'était les civils. C'était l'incapacité des civils à se prendre en charge. C'était sans moi, c'est le déluge. Si moi, je ne peux pas garder autant, ça n'a qu'à nous. C'est comme on le dit quand... Je ne sais pas si ça vous est arrivé quand vous étiez plus jeune, ou quand vous ne pouvez pas, quand quelque chose, vous pensez que ça, vous ne pouvez pas l'avoir, vous crachez dedans, et puis bon, mais personne ne l'aura alors. Oui, c'est ces manières-là qui ont été transformées au sommet de l'État. Si moi je ne peux pas, donc personne, après moi le déluge, ou sans moi le déluge déjà. Et donc, on appelle l'armée. L'armée a fait de son mieux. L'armée a fait de son mieux, et Mathieu Kérékou a souvent dit, peut-être sans être compris, parce que nous, on n'était pas encore à un certain niveau de compréhension des choses. Mais lorsque vous l'avez pris, vous avez été... vous avez pu comprendre tout ce qui s'est passé de 72. De 60 à 72, vous comprenez que l'avènement du gouvernement militaire révolutionnaire, ce que Mathieu Kérékou appelait la révolution, était nécessaire, était compréhensible, était défendable. Et justement, lorsque vous allez rentrer dans les 3 glorieuses, vous verrez bien que c'était défendu. C'était soutenu par la jeunesse de l'époque, quelle qu'elle soit. Tout le monde a soutenu l'avènement de la révolution du 27 72. Après, c'est le volet idéologique qui est peut-être intervenu, qui n'a pas permis donc d'aller au bout. Mais l'armée n'était pas une armée de putsch, c'était une armée de développement, appelée chaque fois comme pompier, et l'armée a fait de son mieux. Après, on la met au banc des accusés. Je pense que notre armée a joué sa partition. Mais aujourd'hui, l'armée est condamnée à rester en caserne. Elle n'est pas condamnée. L'armée, par la voix du colonel Guézodjer, qui est son chef d'état-major en 89, 90, je pense en janvier 90, a fait une déclaration où l'armée a décidé donc de rester désormais en marge de l'affaire politique. De ne plus être une armée, qu'elle n'est pas une armée pour s'occuper des questions de la politique. C'est une armée qui est là pour défendre le territoire national et pour s'occuper des questions de développement. Et donc, depuis 90, ça fait 31 ans, bientôt 32 ans, notre armée est restée égale à elle-même, malgré les appels du pied des civils
et pas desquels, même des chefs d'État. Dans ces chefs d'État, malgré l'appel de pied à l'armée est restée là où elle est, régalienne, armée du peuple, près du peuple et près du développement. Je pense que c'est important de le noter, de le souligner et, comme je le dis, de le célébrer. Le 26 octobre 1972 était tout célébrer la force des forces armées populaires du Bénin. On aurait pu bien le transformer en une journée souvenir en faveur de nos militaires qui, de par leur avènement ultime en ce 26 octobre 1972, ont mis fait quand même à un régime complètement de gabégie, où 3 personnes étaient totalement dépassées par les événements. Ils sont là, et comme je vous l'ai dit, ils sont 3, mais ils n'étaient pas un conseil présidentiel, ils étaient 3. C'était un monstre vraiment à 3 têtes, parce que à chaque tête était relié un cou, un corps, un tronc, des membres qui étaient les ministres, les DG, et comment un État, comme disait Mathieu Kérékou lors de cette interview qui a eu lieu après le coup d'État, comment un petit pays peut avoir 3 chefs d'État quand la France en a un seul. Je pense que là, c'était quand même suffisamment bien dit. Non, c'était franchement, c'est inimaginable. Mais ça, c'est caractéristique de notre pays. Donc, l'armée, je le dis, doit être célébrée. Et le 26 octobre 1972, on doit pouvoir se remémorer qu'il y a eu la fin de ce système, comme on l'appelait de l'époque de démission nationale. Moi, je pense effectivement que c'était des régimes de démission nationale et c'était les civils qui étaient à la base de ça. C'était les civils, à la limite, moi je veux dire hontés, parce que c'est inimaginable que la chose de l'État soit comprise comme une affaire privée où quand on ne peut pas gérer, on remet aux autres, on remet aux militaires, en oubliant que l'État, c'est quand même au-dessus de tout et que c'est la vie des communautés qui sont en jeu. Donc, tout ça, on ne l'explique pas. Et donc, la génération montante perd tout ça de « Oh, vous ne pouvez jamais bâtir le futur si vous ne maîtrisez pas le passé. » Parce que tout est lié. On ne peut pas tracer demain sans s'occuper de ce qui s'est passé hier. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Vous venez de le dire, 26 octobre 1972, le président Mathieu Kérékou prend le pouvoir et à son arrivée, il opère des choix idéologiques et stratégiques. Les plus marquants ont été réalisés les 30 novembre 1972, 1974, 1975, d'où les 3 glorieuses que nous revisitons dans cet élément que nous propose Aziz Adam Soulé. L'histoire politique du Bénin aura été marquée par la succession au pouvoir de plusieurs régimes. Celle qui a retenu le plus les attentions est celui du général Mathieu Kérékou. Nous étions le jeudi 26 octobre 1972 lorsqu'un groupe d'officiers dirigé par le chef de bataillon Mathieu Kérékou, à l'issue d'un coup d'État, prit le pouvoir. C'est le début d'une aventure partie pour durer 17 ans. Le président Justin Tometia Romadegbe, qui succéda à la tête du conseil présidentiel à Hubert Kotoko-Maga le 7 mai 1972, devait céder donc son fauteuil à Mathieu Kérékou, qui va procéder par la suite à la formation du gouvernement militaire révolutionnaire GMR. Il fallait donc tout reconstruire à travers une feuille de route pour conduire à bien les rênes du pays. 2 commissions furent chargées d'élaborer en un mois un programme à caractère économique et socio-culturel. Ainsi, le jeudi 30 novembre 1972, Mathieu Kérékou rend public au Palais de la Présidence, en direct sur les antennes de la radiodiffusion nationale, les résultats issus des travaux de cette commission à travers une allocution qualifiée de discours-programme de politique nationale et d'indépendance nationale. C'est un programme qui a pour slogan « Comptons d'abord sur nos propres forces, sur nos propres ressources et sur l'initiative créatrice des masses populaires ». Le contenu du discours avait pour objectif de réorganiser toute la charpente économique, culturelle et socio-culturelle du Dahomey. Il était donc question pour toutes les couches d'œuvrer à libérer le pays de la domination étrangère, d'éradiquer la corruption et le népotisme. Dans son élan et dans sa vision, le GMR, le gouvernement militaire révolutionnaire, avait pour ambition donc d'affermir l'autorité de l'État, de développer les relations extérieures basées sur le respect de la souveraineté nationale et l'égalité. En effet, 2 ans après la proclamation du discours-programme, le gouvernement révolutionnaire militaire a décidé d'opter pour le socialisme scientifique comme voie du développement et le marxisme-léninisme comme guide philosophique. L'idéologie de la société socialiste qui s'oppose à l'exploitation de l'homme par l'homme, mais aussi et surtout l'idéologie coloniale et néocoloniale.
Le dimanche 30 novembre 1975, à la place de l'indépendance à Cotonou, Mathieu Kérékou, contre toute attente, annonce le changement du nom du Dahomey et la naissance de la République populaire du Bénin, RPB. Le Bénin, symbole d'une brillante civilisation authentiquement africaine, dans un cadre géographique précis et dans des conditions historiques déterminées, ne peut plus disparaître dans la mémoire des dignes peuples d'Afrique. C'est pourquoi, à compter de ce jour, le peuple militant de notre pays prend l'engagement solennel de perpétuer dans les conditions historiques nouvelles et sous l'éclairage des principes invincibles du marxisme-léninisme cette civilisation pour l'honneur et la dignité de l'Afrique. Désormais donc, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Il nous plaît de vous annoncer avec une foi et une conviction authentiquement révolutionnaire la création en ces premières heures de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, est un parti révolutionnaire de type nouveau. Le Parti d'avant-garde de la Révolution populaire du Bénin. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin est ainsi le parti des masses laborieuses, conscientes et combattantes. Gloire immortelle à la République populaire du Bénin. Gloire immortelle au Parti de la Révolution populaire du Bénin. Gloire immortelle au socialisme scientifique. Gloire immortelle au marxisme-léninisme. Prêt pour la révolution et la démocratie. L'homme créa aussi le parti unique d'alors, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, de même que le changement de couleur nationale. Dès lors, le drapeau tricolore passe le témoin au vert, frappé d'une étoile rouge à 5 branches régulières dans l'angle supérieur gauche. Retour plateau, c'est un élément réalisé par Aziz Adam Soulé. Aziz Adam Soulé qui est déjà sur ce plateau. Bonsoir à vous, Aziz Adam Soulé. Bonsoir à vous, Marouf Abiola Boussari. Bonsoir à tous ces téléspectateurs qui prennent du plaisir à nous suivre et bonsoir également aux doyens à l'invité. Oui, sur ce plateau également, une personne ressource, Kodjo Pierre Tchountien, professeur de maths à la retraite, ancien membre du PRPB. Bonsoir à vous. Bonsoir, chers journalistes. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. C'est à vous que je rends honneur. Aziz Adam Soulé, dites-nous, comment vous avez réalisé cet élément, vous, qui êtes très très jeune? Oui, ça il faut le dire, très jeune par rapport à la date. C'est une date que nous avons adoptée, il faut le dire ainsi, parce que vous parlez tout à l'heure justement de la façon dont, en tout cas, les éléments qui nous ont permis de réaliser ce document, des éléments d'archives. Il faut dire que ce sont des éléments d'archives. C'est une histoire qui date d'il y a très longtemps, 1972. C'est quand même la période, on va dire, du doyen qui est par exemple sur ce plateau. Non, c'est pour dire que nous avons en tout cas exploité pour la plupart de ce que vous avez pu voir tout à l'heure à travers cet élément, des archives par exemple de l'ORTV, des archives également de la chaîne nationale justement, les archives également de l'INA, cet institut-là qui nous a permis aussi d'avoir quelques bribes et aussi rappeler, puisque c'est un devoir de mémoire, il fallait quand même rappeler les grands axes, les différentes étapes qui ont conduit justement à ce qu'aujourd'hui dans le commun en tout cas du Béninois, ce que cette date-là, disons, rappelle à chaque citoyen, si on peut le dire ainsi, les trois glorieuses. Et vous, qu'est-ce que vous, principalement, vous qui avez réalisé l'élément, qu'est-ce que vous retenez? Je retiens beaucoup de choses. Je retiens en tout cas en son temps cette fougue-là de ce GMR-là, ce groupe-là de militaires révolutionnaires qui voulaient en tout cas en son temps changer la donne, qui étaient dans une dynamique et ils étaient convaincus que c'était la meilleure, même si entre-temps par la suite, ça a été, en tout cas il y a eu des contestations par la suite. Mais le plus important, c'était cette volonté-là manifeste de changer la donne, disons, rompre avec les vieilles habitudes. Ces habitudes-là qui, avec un régime entre griffes qui fatiguait, disons, un système, on va le dire ainsi, qui fatiguait. Et donc, c'est cet élan-là de changer véritablement les donnes qui ont amené ce groupe-là de militaires révolutionnaires conduits par
conduit, j'allais dire, donc par le grand camarade de lutte, comme il se faisait appeler en son temps, le chef de bataillon. Voilà, feu général Mathieu Kérékou, qui, en tout cas, avec doigté, a su mener à bien sa troupe. Il faut dire aussi que pendant cette date, l'un des faits marquants, si on peut le dire aussi, sur cette date, c'est que dans l'évolution, tout n'a pas été rose, certes, mais ils ont réussi quand même à imprimer cette volonté-là. Ils y croyaient. Ils y croyaient, cette volonté-là de changer véritablement les donnes. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez une optique où cette option-là, de compter, par exemple, sur ses propres forces, comptons sur nous-mêmes, n'attendons pas forcément l'intervention de l'extérieur. Nous avons la capacité de pouvoir nous vaincre, disons, nos tas. Nous avons cette possibilité-là. Si nous avons la volonté, eh bien, nous y arriverons, et c'est ce qui a été le cas. Comptons sur nos propres forces. Absolument. Et ça, vous parlez du discours programme. Absolument. Merci à vous et Aziz Adam Soulé. C'est moi. Et ça me permet de faire la transition et de poser la question au professeur, ancien membre du PRPB, Kodjo Pierre Tchéoutien. Il a pris le pouvoir, le chef de bataillon Mathieu Kérékou, le 26 octobre 1972. Un mois plus tard, il présente le discours programme. Politique nouvelle d'indépendance nationale. Quelle était l'ambition? Très bien. Vous me permettrez de vous féliciter, vous jeunes journalistes qui n'avez pas vécu cette période, mais votre amour pour votre travail vous fait fouiller avec tant de minutie pour nous faire revivre, à nous qui étions sur le terrain, une époque qui dure déjà plus de 31 ans, on va vers les 40 ans. Oui, 49 ans. 49 ans, nous refait vivre dans nos fibres ces expériences-là. Je vous félicite et je vous souhaite de continuer à contribuer ainsi à l'écriture de notre histoire nationale. Faire revivre les différentes époques, les leçons qui se dégagent pour nous, des expériences menées à travers les différents. Je vous admire, je vous félicite. C'est nous qui vous remercions. Vous avez demandé, est-ce que vous voulez bien me répondre? Un mois après sa prise de pouvoir. Un an après. Un mois, c'est un mois. Exactement. 30 novembre 1972. 26 octobre 1972 et un mois, 30 novembre 1972, il proclame le discours programme. Quelle était l'ambition? Quelle était l'ambition? L'ambition se lit à travers le contenu du discours programme. Et c'est la leçon tirée des 12 années d'expérience vécue de notre indépendance. Disons un peu plus loin avec la période des réformes du système colonial français et la mise en place autour des années 1957 d'un gouvernement territorial. Lorsque nous-mêmes, nos aînés, ont commencé à participer à l'exercice du pouvoir, au moins au niveau du territoire, l'absence d'unité, les dissensions, la multiplicité des groupes qui s'opposaient empêchaient de percevoir toutes les exigences de notre indépendance nationale. Si bien que le colonisateur qui était contraint par le contexte international d'alors de lâcher prise, d'accéder à notre volonté d'indépendance nationale, a eu la possibilité de partir, mais pour mieux rester. Nous avons appelé cette période-là une période néocoloniale, où nous avions quelques libertés sur le plan politique, mais les secteurs vitaux de notre économie continuaient d'être détenus par les firmes étrangères, notamment françaises, leurs succursales à travers les pays africains, nous empêchant d'adopter un programme intérieurement conçu de développement qui nous permette d'avancer à un rythme volume. Donc l'ambition, c'était d'approfondir
d'élargir notre indépendance nationale, de prendre réellement en main les secteurs vitaux de notre économie et de notre vie politique. Et c'est cela qui s'exprime à travers le discours-programme du 30 novembre 1972, appelé Discours de politique nouvelle d'indépendance nationale. Et si vous pouvez retrouver la bande de l'ORTB qui rend compte de l'ambiance qui a régné le jour où le président Kérékou présentait ce discours-là comme le discours du GMR, vous verrez bien quel est l'enthousiasme qui s'est saisi de tout ce qui était dans la salle ce jour-là, parce que c'était cette adoption du discours-programme, c'était la consécration des luttes menées par les jeunes organisés dans les organisations démocratiques de jeunes, UGED, les jeunes des associations régionales regroupées dans le CIJ, et aussi bien les jeunes regroupés dans la Ligue nationale de la jeunesse patriotique. C'est aussi la consécration de la lutte des organisations syndicales. Et c'est ça qui fait que l'enthousiasme là, qui s'est saisi de la salle, a enfin le pouvoir d'État à exprimer sa volonté de suivre une voie nouvelle pour notre développement national. Il y a quand même une histoire qui entoure ce discours. On aurait appris quand même que ce discours a été une symbiose de celui des cadres et de celui des organisations. Bon, oui. Que s'est-il réellement passé? Bon, les cadres et les organisations. En réalité, lorsque on parle des cadres qui ont élaboré le projet du discours-programme, c'est les enseignants, les ingénieurs, les administrateurs qui ont animé avant de devenir responsables de ces organisations-là, les organisations de jeunes. Bon, et qui ont continué à travailler dans les syndicats, n'est-ce pas, qui, depuis, s'opposaient à ce que nous appelions la politique de démission nationale. La politique qui nous laissait attendre tout de l'extérieur et de l'ancien colonisateur. Donc ce n'était pas des groupes opposés. Donc, les cadres n'étaient pas opposés aux organisations de jeunes. Ils étaient ici et là. Bien entendu, dans la salle parce que avant, quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont d'abord convoqué un séminaire de bilan et de recensement des ressources de l'État. À ce séminaire, il y avait les représentants des organisations de jeunes et de travailleurs, mais aussi des représentants des anciens partis qui n'avaient pas participé au gouvernement du Conseil présidentiel et qui donc se sentaient en virginité pour prendre le nouveau départ. Alors, lorsque les représentants des organisations de jeunes et de travailleurs se sont retrouvés en quelque sorte noyés dans une masse de tenants de l'ancienne politique, ils ont dit non, nous n'allons pas travailler dans ces conditions-là et se sont retirés massivement. Et suite à cela, le président leur a fait appel pour les constituer en dehors du séminaire des ressources là, en une commission nationale spéciale. Donc c'est l'essentiel du discours-programme est tiré des travaux de la commission nationale spéciale des organisations de jeunes et de travailleurs. Et la phrase clé qui démarre le discours-programme, c'est cette phrase-là qui a été largement acclamée et qui montre que c'est cette option-là que le gouvernement militaire révolutionnaire a prise. Mais après, on aurait appris quand même que lors de la première année d'exécution de ce discours-programme, les cadres et les organisations ont été boycottés. Et il fallait maintenant les faire exécuter ce programme d'ambition. Oui, disons que les premiers mois après l'adoption du discours-programme, vous voyez, celui qui tient le pouvoir
ne le lâchent pas facilement. Donc, c'est les militaires qui ont pris le pouvoir. Ils avaient le gouvernement militaire révolutionnaire et le comité militaire de la révolution. Donc, ils n'avaient pas consulté les jeunes et les travailleurs pour prendre leur pouvoir. Maintenant, pour avancer dans l'application du discours programme, les premiers mois, les militaires ont conservé la totalité du pouvoir. Les organisations, les auteurs du discours n'étaient pas associés. Et c'est par la suite que, les analyses critiques des organisations de jeunes et l'expérience des difficultés par les militaires même les ont amenés à s'ouvrir davantage et à comprendre que la révolution doit sortir des casernes pour entrer largement dans les populations sans lesquelles la révolution ne peut pas se mener et le discours programme ne peut être exécuté. Aller sensibiliser les populations. Voilà. Exactement. C'est là où... Après, est-ce que ce discours a impacté positivement la vie des Béninois? Oui, vraiment, je l'assure. Positivement, parce que ça a contribué à l'éveil de la conscience nationale. Éveil de la conscience nationale partout dans le pays. Les Béninois ne se retrouvaient plus pour penser région. Ils commençaient à penser nation, orientée vers un seul but, la libération du pays de la domination étrangère, son développement économique et culturel. Donc, impacter, c'est cette unité nationale retrouvée d'abord. Impacter, c'est l'association des populations à la gestion de leurs affaires dans leur région d'une part et la prise en compte de leurs besoins et de leurs opinions dans la gestion de l'État. Impacter, c'est aussi les grandes réformes qui ont été lancées, prévues par le discours programme, mais qui ont été mises en œuvre progressivement. La réforme de l'école nouvelle, la réforme de l'administration territoriale, la prise en charge des secteurs vitaux de l'économie nationale qui devait donner lieu à changer la nature de notre budget national, qui jusque-là était un budget, comment on appelle un budget essentiellement de fonctionnement, qui n'était équilibré sans subvention de l'ancien colonisateur. Donc, c'est progressivement que le pays a commencé à se sentir lui-même, maître de lui-même. Et aussi bien dans sa politique extérieure de soutien au mouvement de libération nationale un peu partout en Afrique et dans le monde. Une diplomatie beaucoup plus ouverte, où on n'était plus obligé de demander, l'approbation de l'ancien colonisateur avant de nouer nos relations avec les différents pays, y compris dans le camp occidental. Parce que beaucoup considéraient que le Dahomey était le quartier réservé de la France. C'est ça. Et notre collaboration avec même les pays occidentaux était limitée. Donc, cette période-là a permis de nous ouvrir plus largement et de coopérer plus activement avec tous les pays du monde. Comptant sur nos propres forces, le discours programme a impacté positivement, vous avez dit. Mais 2 ans plus tard, il y a eu le marxisme-léninisme. Mais avant, Aziz Atchabou, de la jeune génération... La préoccupation avec vous, doyen Kandjo-Pierre, je voudrais savoir quel a été le déclic avec, cette décision-là de ce groupe de jeunes militaires révolutionnaires. Quel a été le déclic véritablement avant qu'on en arrive là? Avant qu'on arrive au 26 octobre. Tout à fait. Non, avant qu'on en arrive justement à cette période-là des Trois Glorieuses. Bon, oui. C'est le 26 qui a été le début de cette période. Tout à fait. Eux aussi, ils ont eu, en étant jeunes cadres militaires, ils ont eu leur expérience politique. Parce que le pays
a connu plusieurs expériences. Déjà avec le général Soglo, où nos anciens qui ont pris le pays en charge, le général Christophe Soglo, oui. Lorsque nos anciens ont pris en charge la politique du pays depuis la loi cadre 1957, absolument. 1960, l'indépendance nationale, c'est les militaires qui constituent le noyau du pouvoir. Il y a plusieurs générations. Il y a de jeunes cadres qui, mais en 1964, l'armée a été amenée à prendre le pouvoir une première fois. Les jeunes, à la suite de leurs aînés officiers, sont ceux qui ont pris le pouvoir. Je dis les jeunes militaires. Absolument. Je dis 63, 26 octobre 1960. 28 octobre 1960. Oui. Première intervention de l'armée dans la vie nationale. 1964, remise du pouvoir aux civils par cette armée. 1965-66, nouvelle intervention de l'armée dans la vie nationale. Ce sont des expériences. Ils interviennent, ils remettent, ils voient que ça ne guérit pas les maux du pays. 1967, ils sont intervenus contre leur propre chef. Ça a été le gouvernement des jeunes cadres de l'armée. Bon, donc c'est des expériences qu'ils accumulaient. En ce moment-là, déjà en 1967, ils avaient constitué ce que j'ai parlé tout à l'heure du comité militaire révolutionnaire, en dehors du gouvernement. Oui. Bon, donc il y avait un éveil en leur sein. Bon, mais ils n'avaient pas d'ouverture vers les civils. Ce n'est pas, les civils ne préparent pas de coup d'État. Donc ça se prépare. Peut-être qu'en son temps, ils n'avaient pas encore de décideur ou le moment n'était pas l'idéal. Bon, je crois qu'il leur fallait faire plusieurs expériences pour comprendre qu'il ne suffit pas de prendre le pouvoir. C'est ça. Parce qu'un coup d'État n'est pas une révolution. Il faut avoir des idées claires sur ce qu'on doit faire, même si on doit, par les circonstances qui s'imposent, prendre le pouvoir militaire. Bon. Mais il vivait mal la situation du pays, intervenait, mais d'une manière ou d'une autre, on revenait aux anciens politiciens parce qu'ils n'avaient pas eux-mêmes suffisamment d'expérience. C'est l'accumulation de ces expériences-là qui a fait que le 26 octobre, quand ils ont descendu le conseil présidentiel, ils n'ont plus cherché à aller vers les anciens politiciens pour dire c'est vous seuls qui êtes incontournables. Et ils ont cherché à s'ouvrir aux jeunes, civils, étudiants, élèves, qui pendant toute cette période-là menaient déjà une lutte, diffusaient les nouvelles idées anti-impérialistes et de souveraineté nationale. Bon, étant dans le pays, ils n'ont pas pu ne pas être touchés par ces idées-là. Donc c'est progressivement que l'unité de pensée a commencé à germer et que eux aussi, ils ont compris qu'il faut un tournant nouveau, autrement que l'ancienne politique. C'est ça. Mais il y a le discours-programme qui a impacté positivement les citoyens béninois, les citoyens dahoméens. Oui. Mais 2 ans plus tard, en 1974, plus précisément le 30 novembre, on change d'idéologie. On passe au marxisme-léninisme. Voilà. Pourquoi? Bien. La question de l'idéologie, c'est la question de la pensée de l'homme. On dit, avant de construire sa maison, en pétrissant la terre, on porte d'abord la maison dans la tête. Il y a un plan. Comment je vois l'avenir du pays. Ça a été conçu donc. C'est la question de l'idéologie. Nous voulons édifier une nation nouvelle. Il nous faut l'édifier au profit de qui? Faut-il l'édifier au profit d'une minorité?
en oppressant la large majorité ou ériger comme centre du pouvoir la large majorité. Au fond, c'est des questions simples comme ça qui sont au cœur de l'idéologie. Et en Afrique, en ces moments-là, il y avait déjà beaucoup d'orientation, de tendances idéologiques, n'est-ce pas? Il y avait déjà beaucoup de tendances idéologiques. Le président Nkrumah au Ghana a pensé au conscientisme. Quelque part, en Tanzanie, le président Nyerere parlait du socialisme africain et beaucoup d'autres encore. Au Zaïre, c'était l'authenticité. Bon, donc la question de l'idéologie, aucune société, aucun pouvoir ne s'exerce sans idéologie. Que cela soit avoué et clairement énoncé ou pas, il y a une idéologie qui sous-tend l'action gouvernementale dans chaque pays. Pourquoi le Bénin, en 1974, a fait le choix du marxisme-léninisme comme idéologie? Nous étions, dès le 26 octobre, là, déjà tiraillés entre différents courants idéologiques qui s'incarnaient dans des États donnés. Par exemple, le président Mobutu était venu à Cotonou. Les journalistes de l'ORTB l'ont reçu. Dans l'une des questions, il demandait: Monsieur le Président, quel est votre salaire? Il répondait: je n'ai pas de salaire. Ce que je demande, le peuple me le donne. Ça, c'est une façon de voir la gestion de l'État. Ce que je demande, le peuple me le donne. C'est-à-dire, les ressources immenses de l'État reviennent dans mon patrimoine. Ainsi de suite, j'en dispose comme je veux, comme un roi. Ça aussi, c'est une orientation idéologique. Mais les jeunes qui se sont engagés dans la lutte depuis les années 1958, les années 1960, et ont lutté contre les anciens régimes jusqu'à l'avènement des militaires, le 26 octobre 1972, n'avaient pas cette orientation-là. Beaucoup d'entre eux étaient des marxistes, ou marxisants on peut dire. C'est-à-dire la volonté d'étudier, ce n'était pas une idéologie officielle, ils étudiaient dans leur clandestinité, et bon, mais les revendications étaient sous-tendues par cette idéologie. Et dans le monde en ce moment-là, le monde était divisé en deux camps opposés. Le camp du socialisme et le camp du capitalisme. Bon. C'est le camp du capitalisme qui a organisé chez nous la traite négrière. C'est ce camp-là qui a organisé les conquêtes coloniales et a mis en place le système d'exploitation et d'oppression coloniale. Bon, il est évident que nous ne pouvons pas, lorsque nous voulons véritablement renaître et développer notre... On ne peut pas suivre cette... Du point de vue des jeunes de l'époque, ce n'est pas le chemin qu'on pouvait suivre. Donc, on a pensé que ce qu'on pouvait suivre, c'est ce qui permet aux populations, ce qui permet d'organiser les populations pour l'exercice du pouvoir par elles-mêmes et la résolution des problèmes de leur développement par leur propre initiative. Donc c'est cela qui résume simplement l'option socialiste guidée par le marxisme-léninisme. L'idéologie a eu l'impact souhaité? Bon, ce que je peux dire que ça a permis de faire, c'est que ça a permis, avec comprendre que sans la direction d'un parti, on ne peut pas mener une révolution jusqu'au bout. C'est ça. Donc, ça a orienté vers la création du parti. Ça a permis de savoir que ce que on a senti comme nécessité de réforme est exprimé dans le discours programme,
cela ne peut pas se mettre en place dans n'importe quel ordre, à n'importe quel moment et n'importe comment. Parce que l'idéologie permet de savoir quelles sont les forces fondamentales qu'il faut mobiliser dans la société pour être le soubassement du pouvoir révolutionnaire. Cela permet de savoir comment planifier le développement économique, comment organiser le rapport entre les différents secteurs économiques, l'agriculture et l'industrie. C'est comment gérer aussi la politique. Bien sûr, Ça vous a conduit, ça a conduit au parti unique dont vous êtes membre. Bon, voilà, le parti unique en 1975. Voilà. Et c'est effectivement un problème. Est-ce que le parti unique était une volonté d'imposer d'un seul courant? Parce que les citoyens, même les personnes qui ont vécu en ce temps-là, disaient que c'était pour verrouiller toutes les activités. Bon. Et institutionnaliser la dictature avec la création du parti unique. Bon. Bien sûr, beaucoup ont pensé... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, beaucoup ont pensé cela et ça continue. Vous êtes membre de ce parti? Oui. Je n'étais pas parmi les tout premiers membres. Oui. J'étais déjà... mais s'il y a adhésion, c'est qu'il y a... j'étais déjà, comment on appelle-t-on, militant et instructeur au Centre national d'éducation révolutionnaire. Je formais des membres du parti sans être membre du parti. C'est donc la génération de 1979 la promotion de 1979 que j'ai adhéré au parti. Bon. Verrouillé, non. Nous avons vécu dans le pays l'expérience de la division. L'expérience de la division sur des bases claniques, régionalistes. N'est-ce pas? Bon, donc, il prévalait une volonté d'unifier la pensée et l'action. Unifier notre pensée et notre action pour développer le pays. Bon, ça là, ce n'est pas un décret qui unifie la pensée. C'est le travail d'explication. C'est les débats pour amener à la nécessité de percevoir cela. Bon, mais au moment où les militaires prenaient le pouvoir, il n'y avait plus de partis en activité. Bon, ce n'est pas ceux qui sont venus, qui veulent lutter contre les divisions stériles, qui vont dire, nous sommes là, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Le souci était de mettre tout le monde ensemble, je veux dire, tous ceux qui veulent le bon développement du pays, ensemble, n'est-ce pas? À travers des discussions, à travers, comment on appelle-t-on, le dégagement des voies sur lesquelles nous sommes d'accord. Donc, la question du parti unique ou du multipartisme, il n'y a pas un dogme là-dessus. C'est ça. Ça dépend du contexte précis où cela s'impose. Les militaires ne pouvaient pas dire, bon, nous retournons aux anciens partis d'autrefois. Bon, et maintenant, dans la mise en œuvre, pour une raison ou une autre, même ceux qui ont été des militants et ont contribué à l'élaboration du discours programme peuvent estimer, nous, on n'y va pas. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qui a eu quelques difficultés. Et le parti unique, cela ne nous donnait aucun droit. Nous qui en étions membres, ça, on ne prétendait à aucun privilège. Les cadres qui avaient les compétences techniques pour diriger les sociétés, c'est eux qui étaient positionnés. Nous, en tant que membre, moi j'étais enseignant. Oui. En tant que membre du parti, je n'avais aucun privilège en particulier. J'étais dans les organisations. Mais bon, à un moment donné, il a été nécessaire qu'on m'a fait au Centre national d'éducation révolutionnaire. Je n'avais que mon salaire d'enseignant avec ma mobilette. Et je ne m'en sentais pas mal, je ne me sentais pas frustré d'aucune manière. C'est vers les années 87 qu'on m'a affecté à l'ORTB comme directeur général adjoint
après Michel Ouassa, Oui. qui était le directeur général. Vous fûtes directeur général adjoint de Adjoint de l'ONTB. l'ONTB. Et c'est même ça. Nous voulons parler maintenant des médias. Les Trois médias. Glorieuses. Pas souvent inaperçus sur nos médias. C'est le constat. Mais nous sommes allés dans les rédactions pour interviewer les journalistes pour savoir s'ils connaissent les Trois Glorieuses. Élément de réponse dans cette production de Diane Christelle Oniodier. Il s'agit de 3 événements de l'histoire politique de notre pays, le Bénin, qui se sont produits à la date du 30 novembre. Il y a eu d'abord le 30 novembre 1972, 2 ans après, 30 novembre 1974, et 1 an après, le 30 novembre 1975. Les Trois Glorieuses, ça me rappelle 3 dates. On a eu des cours là-dessus quand on était au primaire. C'est vrai, je n'ai plus beaucoup de souvenirs sur ça, mais je me rappelle quand même des 3 dates. Les années 72, où le général Kérékou prenait le pouvoir. C'est ce même général Kérékou qui a transformé le nord Dahomey, qui est devenu le Bénin le 30 novembre. Je pense que c'est la raison pour laquelle chaque 30 novembre, nous nous souvenons de cette histoire de notre pays. Les Trois Glorieux, ce sont des événements qui se sont produits plusieurs fois à la même date. Et au Bénin, les Trois Glorieuses, c'est le 30 novembre 1972, 1974 et 1975. Le 30 novembre, ça me rappelle 3 choses, à savoir d'abord le 30 novembre 1972 et le 30 novembre 1974 et le 30 novembre 1975. C'est la date à laquelle le feu général Mathieu Kérékou proclamait son discours-programme 1 mois après sa prise de pouvoir. C'était donc le 30 novembre 1972. La deuxième date, le 30 novembre 1974, donc 2 ans après l'événement qui a marqué cette date, il s'agit de l'adoption du marxisme-léninisme comme idéologie politique pour notre pays. Et puis la troisième date, 1 an plus tard, le 30 novembre 1975, c'est la date à laquelle la République populaire du Bénin a été proclamée. C'est également à cette date-là qu'il y a eu changement des couleurs du drapeau national. Désormais, le drapeau, c'est du vert avec une étoile rouge dans l'angle gauche supérieur. Voilà ce que l'histoire nous a appris et c'est ce que nous retenons de cet événement désigné sous le vocable des Trois Glorieuses. Le 30 novembre 1972, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais le 30 novembre 1974, le Bénin a adhéré officiellement au marxisme-léninisme. Et le 30 novembre 1975, il y a la proclamation de la République populaire du Bénin. 1972, c'est la date où a été publié le discours programme Nouvelle indépendance politique. Le 30 novembre 1974, c'est la date où le Bénin a adhéré officiellement au marxisme-léninisme. Le 30 novembre 1975 a été la date où a été changé notre drapeau, le drapeau du Bénin. C'était fait frappé d'étoiles rouges. Maintenant, c'est en cette date, le 30 novembre 1975, qu'on a changé officiellement le drapeau du Bénin. C'est devenu fait jaune rouge. Il y a le 30 novembre 1972, ça je me rappelle plus bien de ce qui s'est passé, mais le 30 novembre 1974, il y a l'adhésion officielle au marxisme-léninisme et le 30 novembre 1975, la proclamation du Bénin comme République populaire. Le 30 novembre 1972, 1 mois, quelques jours après la prise de pouvoir par le général Mathieu Kérékou, à l'époque commandant des forces armées béninoises, armée d'Arménie à l'époque, le GMR qu'il dirigeait à l'époque a décidé de poser la première marque de son accession au pouvoir, c'est-à-dire lancer son discours-programme. Il s'agit d'une manière pour lui de définir aux Béninois, aux Dahoméens à l'époque, les bases sur lesquelles son régime allait reposer. Donc, ce fut alors le discours-programme du 30 novembre 1972. Et 2 ans après, il y a eu le discours d'orientation nationale.
c'est-à-dire le GMR a fait son action politique. Il s'agit du choix de la voie du socialisme scientifique basé sur le marxisme-léninisme qui est son guide philosophique. Et un an après, là, ça va marquer l'histoire du Dahomey à l'époque qui va prendre désormais le nom de Bénin. Parce que il faut dire qu'avec la cession du GMR au pouvoir, les militaires ont fait le constat de ce que plusieurs fils du pays ne se retrouvaient pas dans l'appellation du nom Dahomey. Le nom Bénin a été choisi par le GMR qui a changé le nom Dahomey en Bénin que nous sommes devenus aujourd'hui. Ce jour-là, il y a eu également un acte assez fort, c'est-à-dire le changement du drapeau tricolore que nous avons actuellement, qui est revenu après la conférence, mais qui avait été changé par le GMR le 30 novembre 1975. Le drapeau tricolore a disparu et a fait place au drapeau vert frappé d'une étoile rouge à 5 branches régulières au coin supérieur gauche. C'est dommage parce que aujourd'hui, c'est avec amertume que nous constatons que les jeunes ne maîtrisent pas l'histoire de leur pays. Même quand vous prenez un jeune, puisque j'ai eu à faire une émission sur l'hymne national de notre pays, c'est difficilement que j'ai pu avoir 2-3 personnes, 2-3 jeunes qui ont pu véritablement chanter l'hymne national de ce pays. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'il faut une politique d'éducation. Est-ce que le programme scolaire aujourd'hui a pris tout ça en compte? À l'époque, là, c'était un engouement. Chacun voulait connaître l'histoire, chacun s'engageait. Moi, j'étais jeune, j'étais tout petit, mais j'étais militant. Je militais dans le mouvement scoutisme. Nous étions en 72, disons encore à l'école primaire. Donc, nous avons appris cette histoire à travers l'histoire du Dahomey. On l'avait enseigné à l'école. C'est vrai que le 26 octobre 1972, j'étais encore tout petit, mais j'avoue que je m'intéressais déjà aux événements de mon pays. J'écoutais beaucoup la radio, je m'informais beaucoup déjà, et les enseignants également dans ce qu'on appelait à l'époque, dans les CM, éveil A, éveil B, nous enseignaient également l'histoire de notre pays. Pour ceux-là qui ont lu un peu l'histoire, on a compris que Gérard Mathieu Kérékou est un homme fort. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a toutes les bonnes qualités. Mathieu Kérékou a étonné le monde. Mathieu Kérékou a résisté à beaucoup de choses. Aujourd'hui, plusieurs jeunes n'ont pas connaissance des Trois Glorieuses. Et ça, ce n'est pas de leur faute. Nous devons organiser des séances pour sensibiliser les jeunes, pour faire connaître l'histoire à la jeune génération. Je me souviens qu'à l'époque, nous avions une discipline qu'on appelait idéologie, où on nous enseignait plusieurs événements qui ont marqué l'histoire politique de notre pays. Donc, vous ne pouvez pas sortir de l'école sans avoir une idée, une notion de ce que votre pays a été sur le plan historique. Il revient aux responsables de l'éducation nationale de revoir les programmes qui sont enseignés depuis l'école primaire jusqu'au secondaire, afin que les bacheliers qui sortiront de nos collèges et lycées soient vraiment moulés dans l'histoire politique de notre pays. Retour plateau, c'est un élément réalisé par Diane Christelle Onyoudje. Diane Christelle Onyoudje qui est sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir Mauro Fabiola, bonsoir à tous. Comment avez-vous réalisé cet élément? Ça a été difficile ou facile? Je dirais pas difficile, pas facile également, parce que ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que des doyens, je dirais des aînés de la presse ont quand même abordé le sujet
très simplement. Mais avec les jeunes, que ce soit les étudiants, ce que j'ai remarqué, c'est que le sujet n'est pas très connu. Les jeunes n'ont pas connaissance de quand on parle des Trois Glorieuses. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Franchement, il y a encore de problèmes à ce niveau. Mais je n'ai pas vu quelqu'un qui a dit je ne connais pas. Donc j'imagine la tâche à laquelle vous vous êtes livré sur le terrain. Il y en a jusque peut-être la date 1972, souvent ils disent qu'ils ne connaissent pas grand chose, mais 1974, 1975, ils arrivent quand même à aborder un pont. Il n'y a pas des jeunes par exemple qui disent bon attends, qui disaient attendez madame, j'irai vérifier sur le net. Absolument, absolument. C'était j'ai remarqué ça tout le temps sur le terrain, des étudiants, des jeunes que j'ai, même des jeunes qui exercent déjà le métier, le journalisme, qui disent attendez, je dois quand même regarder sur Google, aller voir qu'est-ce qu'il en est quand on parle des Trois Glorieuses, qu'est-ce qu'on peut comprendre. Donc j'ai eu à faire face à ces situations-là. Vous êtes journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je dirais, c'est, je pense qu'on doit repenser peut-être le système éducatif, parce que quand j'ai écouté le doyen d'Ossou-Yovo et d'autres aînés quand ils étaient en train de parler, c'est que entre-temps, au bas âge déjà, ils avaient un engouement, ils s'intéressaient à l'histoire du pays. Déjà, comment est-ce que, par rapport aux cultures, la politique, et puis ils s'intéressaient, ils se posaient assez de questions. Ils sont tellement curieux, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau. Il y a même parmi les aînés, le doyen d'Ossou-Yovo qui disait que lui, déjà, dès son bas âge, il était déjà bas âge, il était comme une grande personne, et puis il était très attentif, et puis il cherchait, il était très curieux, il veut comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau, quand même si à ces années déjà, il n'avait quand même pas l'âge. Quand on voit aujourd'hui notre génération, les enfants, c'est la télé, c'est les tablettes. Lui, quand même, il s'inquiétait plus dans son pays. Qu'est-ce qui se passe? Il voulait comprendre. Quand je prends William Seinsou, lui qui dit, il était militant. Il était militant, déjà, je ne sais pas, il n'a pas donné son âge, mais très petit déjà, il était militant au scoutisme. Et il faisait partie de ces jeunes-là, de ces petits quand même qui militent, qui sont un peu partout. Donc j'ai compris qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, peut-être repenser le système éducatif. Et ils l'ont su bien dire. Parce que si déjà à leur âge, on constate quand même qu'ils ont connaissance, ils ont compris beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on prend les jeunes, la preuve est là, quand on prend même des gens qui exercent déjà le métier, qui ne comprennent pas encore, quand on parle du Bénin, peut-être que les histoires, ce n'est pas connu par tous. L'histoire du Bénin n'est pas connue par tous. Et de toutes les façons, on a sur ce plateau Théodule Ronsa, journaliste. Oui, bonsoir Maro Fabiola Bossari. Bonsoir vous. Bonsoir Diane Audio. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Vous étiez là en 1975? 1975, j'étais tout petit, Maro Fabiola Bossari. J'étais tout jeune curieux comme tout le monde dans le temps. Ça, c'était à Porto Novo où il fallait s'interroger, en tout cas tout ce qui se passait. Notre curiosité, parce que vous savez, dans le temps, la famille était confondue, c'est-à-dire toutes les familles étaient confondues. Ce n'était pas je dirais, la modernité d'aujourd'hui où chaque enfant, chaque famille essayait de garder ses enfants dans la maison, non. Mais vous avez la possibilité, d'abord, c'est de grandes concessions où il faut aller ici, et toutes les familles se confondaient, les enfants se confondaient, donc on s'amusait, on allait partout. Mais moi, de mon côté, j'étais animé par cette curiosité de savoir ce qui se passait. On parlait de Mathieu Kérékou qui était venu au pouvoir, un militaire. Moi, j'avais un penchant spécial parce que j'avais rêvé de porter de porter la tenue militaire. La tenue militaire, j'avais la curiosité, c'est quand même un facteur, le propre des journalistes. C'est cela. On constate que quand on parle des Trois Glorieuses, ça passe inaperçu sur les médias. Comment on peut expliquer ça? Oui, ça passe inaperçu sur les médias. Je salue la perspicacité de la direction générale de ETL Bénin qui est une chaîne
de grandes histoires, c'est-à-dire aucune date ne passe inaperçue. Toujours une émission spéciale pour rappeler ces dates, cette pédagogie, ces grandes dates. Je crois que ça doit pouvoir aider la postérité et donc la presse. Si la presse n'en parle pas, c'est parce que à un moment donné, avant que la nouvelle direction de Télé Bénin ne rentre en action, il n'y avait aucune chaîne de télévision qui rappelait ces dates. Alors, et donc ça pose un problème. Les collègues journalistes qui ont quelques bribes d'informations concernant donc ces dates, eh bien c'est peut-être les leçons qu'ils ont reçues au cours primaire. Les Trois Glorieuses, on a dans l'ancien programme, le programme révolutionnaire dont on parlait, il y avait ça que vous devrez apprendre et réciter. C'est-à-dire les matins, vous devez aller au drapeau, les saluer, les couleurs, le drapeau vert frappé de 7 étoiles rouges vif aux branches égales. Voilà un peu ce qu'il y avait de rigoureux. Et donc, ce n'est que ces bribes. Ceux qui ont choisi c'est-à-dire, en tout cas, s'investir dans la science politique tout en faisant recours à l'histoire, on peut avoir quelques bribes, fouiller, interroger les anciens qui sont là. Et voilà ce qui a fait que certains ont encore l'histoire. L'élément qu'on vient de regarder, le doyen Alain Dossureau, qui a fait beaucoup de documentaires dans ce sens. On se souvient, ce documentaire qui reste sur YouTube aujourd'hui, c'est parti de lui. Il a fait des recherches, il est allé vers certains anciens qui lui ont raconté un peu les faits, les choses telles qu'elles se sont passées en ce temps-là. C'était un moment inouï, de très bons moments qu'on avait. En fait, il n'y avait pas cette maturité, je parle de ma petite personne. Il n'y avait pas cette maturité, mais il y avait cette curiosité de comprendre. On voyait un peu comment les choses évoluaient. Et puis, c'était la révolution, c'était Mathieu Kérékou. Ah, il y avait même des chansons, j'aurais appris. Oui, il y avait beaucoup de chansons qu'on avait. Le discours programme, par exemple. Je me souviens que beaucoup d'artistes s'étaient mêlés parce qu'il fallait. Et c'est ça le discours programme dont le doyen Tchétchén a parlé tout à l'heure. Le discours programme, il fallait faire la propagation de la propagation. Parce qu'il y avait une direction. Il fallait sensibiliser chaque pan de ce discours. Cette propagande, et tous les artistes étaient mêlés à cette histoire. Je me souviens de Jonas Pedro qui avait chanté. Je me souviens de Poli Ritmo qui avait chanté. Depuis 1968, Miko Djemidesi. Ce sont autant de chants. Walo etombe midai, yekuno tundo tonio. Ce sont autant de chansons que les
qui constitue aujourd'hui la République du Bénin, et voir un peu, et puis après la proclamation de la République, tout ce qui s'est passé, voir un peu ce qu'on peut garder comme grande date pour les compter aux générations à venir. Une dernière question pour vous, Agapit Napoléon Mafourika. Et si vous étiez Patrice Talon, qu'allez-vous faire? Je ne suis pas Patrice Talon. Je ne suis pas Patrice Talon. Donc j'ai rien à faire. J'ai rien à faire dans la matière parce que je ne le suis pas. J'ai dit tout à l'heure que je voudrais lancer un appel au gouvernement, donc au président de la République et aux députés, s'ils peuvent le faire, ce serait une très bonne chose, c'est-à-dire faire en sorte, peut-être faire le répertoire de certaines grandes dates, déjà de nos royaumes, des grandes conquêtes, des grandes batailles remportées, un certain nombre de dates historiques, qu'on revienne à la République, qu'on voit un peu. Donc il faudrait déjà qu'on sache que la République du Bénin est constituée d'un royaume. Et donc on en a pas, le préambule a tenté de le faire, mais ce n'était pas exhaustif. Je pense qu'on peut, il faut qu'on éveille l'histoire, il faut qu'on réveille l'histoire, et il faut qu'on compte l'histoire. On doit s'appuyer sur l'histoire pour bâtir le Bénin de demain. Il faut que les gens cessent de penser que tout a commencé au jour de leur éveil, au jour de leur naissance. Non, le Bénin a une histoire qui date de siècles et qui mérite d'être contée. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafourican. Merci à nos téléspectateurs également qui ont suivi de bout en bout cette émission. Retenez qu'il faut compter l'histoire et s'appuyer sur l'histoire pour bâtir le Bénin de demain. Et à la jeunesse, accourons-nous aussi bâtisseurs du présent. À très bientôt.